Alors bonjour à tous les deux. Vous aurez un micro pour deux. On va démarrer par un petit tour de présentation. Guillaume Nemager, bonjour. D'OMD, est-ce qu'on peut présenter un petit peu en quelques mots votre agence? Puis vous êtes là aussi pour parler de l'annonceur Renault, hein, je crois. Absolument. Guillaume Nemager, je suis Global Digital Director chez OMD, donc agence du groupe Omnicom, sur le groupe Renault, donc l'ensemble des marques. Ah, il y a une nuance, Renault, pardon, effectivement, ouais, il y a d'autres marques. Et à l'international, donc on accompagne Renault sur l'ensemble des pays où ils sont présents, et notamment les 30 plus importants. Voilà. Et l'annonceur Renault, c'est un des plus gros annonceurs du marché français, évidemment. Alors, c'est un annonceur important, effectivement. C'est un annonceur qui, comme je disais, représente 4 marques: Renault, Dacia, Alpine et également Mobilize. Une présence internationale, comme je le disais, et une transformation en 2021 qui s'est appelée la Renaulution, avec vraiment une stratégie qui a évolué et qui a accéléré très fortement. Qui se caractérise par un renouvellement de gamme véhicules. On a eu quand même 24 nouveaux véhicules sur les 5 dernières années, mais également une montée en gamme et une électrification de nos modèles. Donc une Renaulution qui est, je dirais que 2024 est un aboutissement de cette révolution, avec un retour au premier plan, notamment avec un modèle récemment sorti, la R5 électrique. Et je me permets, si ça vous intéresse, il y a une série Amazon Prime qui sort sur cette révolution, qui s'appelle Anatomie d'un comeback, et qui sort le 16 décembre sur Amazon. Sur laquelle vous avez travaillé peut-être? Non, malheureusement, mais j'ai pu la voir et elle est très bien. Très bien, merci Guillaume. À votre gauche, Franck, bonjour, Lekovitz de Pubmatic. Comment est-ce qu'on peut présenter Pubmatic en quelques mots? Un spécialiste de la pub programmatique, plutôt côté sell-side, mais qui accompagne aussi de plus en plus les annonceurs sur leurs problématiques publicitaires. Oui, bonjour. Alors, on fait effectivement partie des pionniers de la chaîne programmatique. Pubmatic, c'est une entreprise qui a 18 ans, qui est publique. On est 1000, on est présent dans 20 bureaux. Enfin voilà, on fait vraiment partie des gros acteurs de ce marché, plutôt historiquement côté supply. Mais comme le marché évolue énormément, et c'est aussi la raison d'ailleurs pour laquelle on intervient ce matin avec Omnicom, c'est aussi finalement cette capacité à aller accompagner l'ensemble des acteurs de l'écosystème sur la création de la supply chain du futur, c'est-à-dire de pouvoir aussi bien adresser la partie supply, mais également de plus en plus, on va en parler, toute la partie demande, et voilà, d'accompagner les annonceurs et les agences également de plus en plus. Alors peut-être 2-3 mots sur Pubmatic. Évidemment, vous êtes implanté ici en France, mais c'est aussi une EdTech avec une couverture globale. Oui, tout à fait. Comme je le disais, on fait partie des pionniers aujourd'hui dans cet univers d'une société américaine. On est coté, enfin voilà, on fait partie des gros acteurs du secteur sur le domaine historiquement de la supply. On est un SSP au départ, effectivement. Alors on va survoler tous les trois ce matin les grandes tendances évidemment du marché publicitaire et du programmatique. Alors un premier sujet, on va l'aborder en premier, c'est évidemment la fin annoncée depuis 4 ans des cookies tiers. Hein, c'est que Nicolas Rieu le disait ce matin, c'est un peu un des marronniers, chaque année on en reparle. Guillaume, ça a quand même évidemment un impact sur vos métiers. Comment est-ce qu'on peut, pour un annonceur comme Renault, continuer à optimiser la couverture, le ciblage, la répétition, avec la fin d'un traceur qui était aussi central que le cookie tiers? Comme vous le dites, quand même, un retour en arrière, en avant, en arrière, en avant. Juste préciser quand même, les inventaires publicitaires qui sont impactés par le cookie tiers sont de moins en moins nombreux et représentent une partie pas si importante de nos investissements. Je sais qu'on ne le dit pas assez, mais on parle uniquement, même si c'est très important, de l'open web. Les plateformes sociales, notamment, sont un peu moins impactées. Oui, qui sont souvent des applications. Exactement. Le search, qui est quand même une part conséquente de nos investissements sur la partie performance, est beaucoup moins impacté. Et le digital fait partie d'un tout, notamment dans l'automobile où la télé est très présente, et la télé n'est pas impactée par le cookie. C'est juste important de le préciser. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'optimise pas, mais nous, nos enjeux d'optimisation de notre média mix, la partie cookie, elle est vraiment très petite. Ça ne nous empêche pas d'avoir des gros challenges sur la mesure au global et sur la complémentarité notamment entre le offline et le digital. Pour répondre un petit peu plus précisément sur cette question du cookie, aujourd'hui, la disparition du cookie, pour nous, c'est surtout un enjeu de mesure. Des tests sur l'open web d'audience, on les a faits, on les a à peu près tous testés. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une difficulté à le déployer de manière globale. Et je représente un groupe qui est dans le monde. L'idée, c'est d'avoir des solutions qu'on puisse appliquer en France, mais pas seulement, dans l'ensemble des pays où on est présent.
D'où la nécessité de curation. Aujourd'hui, on a besoin d'acteurs qui sont plus proches de la supply et qui nous permettent de nous connecter avec ces solutions pour pouvoir diffuser une solution unique, efficace, à travers le monde. Alors, on va revenir dans quelques minutes sur la notion de curation. Franck, sur la question du cookie-less, évidemment, c'est un sujet qui est dans l'air depuis déjà 3-4 ans. Est-ce que les solutions technologiques sont satisfaisantes aujourd'hui pour... Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de solutions sont arrivées et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles une société comme PubMatic se développe aussi sur ces aspects-là, de façon à pouvoir garantir une opérabilité des campagnes, de pouvoir garantir de continuer à cibler et donc de permettre de pouvoir onboarder l'ensemble des acteurs de ce marché. Je parle notamment des identifiants, des différentes solutions de ciblage, directement côté supply pour permettre aux agences et aux marques de pouvoir continuer à opérer et à cibler leurs campagnes programmatiques. C'est ça, il y a d'autres identifiants qui prennent le relais déjà du cookie et ils sont accessibles sur la plateforme PubMatic. Donc les cookies existent encore, il y a effectivement d'autres identifiants, on les connaît tous, il y a 4-5 différentes sociétés qui se sont lancées sur ce secteur. Les IDs. Des ID, exactement, mais c'est également d'autres types de ciblage, puisqu'on va avoir du contextuel, on va avoir différentes typologies de ciblage qu'on va onboarder directement côté supply, donc chez nous, dans notre SSP, pour les mettre à disposition finalement des différents acteurs. On parlera évidemment de la curation, mais ça fait partie aussi des sujets. Alors juste avant de parler de curation, je voulais aborder aussi un sujet avec vous qui est pas mal d'actualité qu'on traite aujourd'hui sur Alliance Digitale, c'est la question du retail média, et notamment des données de retail média. Guillaume, est-ce que dans l'univers automobile, c'est des données qui ont du sens et que vous commencez à utiliser dans l'orchestration des campagnes ? Le retail média a une valeur très importante. L'e-commerce est une réflexion aussi qui est très importante et qui s'accélère dans le monde, dans le marché automobile. Donc la possibilité notamment de précommander un véhicule depuis le site, la possibilité également d'acheter directement depuis le site. Sur Renault, on a également des initiatives avec un site e-commerce pour toutes les gammes hors véhicules, les goodies, etc. Donc c'est un sujet qui nous parle beaucoup. Ensuite, la data e-commerce en tant que telle, la data retail, elle a moins de valeur que sur d'autres acteurs. Il faut vraiment bien distinguer les acteurs endémiques qui vont vendre sur les plateformes et les acteurs non endémiques qui ne vendent pas. La data retail a un prix qui se justifie dès lors qu'elle a une proximité immédiate avec le business et qu'elle va générer des ventes. Évidemment, la data retail, même celle d'Amazon, qui est présente sur une large gamme de produits, ne nous permet pas d'impacter immédiatement le business. Après, on peut faire du cross-sell. Si on voit qu'un consommateur commence à acheter des produits pour bébé, par exemple, ça peut être le moment de lui parler d'un SUV ou d'un monospace. Exactement. Il y a une opportunité sur les moments de vie, identifier des moments de vie importants. Sur l'automobile, on est un peu sur les mêmes problématiques, les assureurs, déménagement et effectivement arrivée d'un enfant. Aujourd'hui, notre problématique, c'est vraiment le coût de cette data. En automobile, on a des campagnes très puissantes qui couvrent des cibles assez larges. Donc, potentiellement, ces cibles-là sont déjà touchées à travers ces campagnes. Et donc, le prix supplémentaire inclus dans cette data-là ne se justifie pas toujours. C'est encore donc, nous, ce qu'on cherche, c'est un minimum de scale, un minimum de reach. Et donc ça, la curation, ça permet ça pour pouvoir justifier cet incrément de coût qui reste quand même assez conséquent. Franck, rapidement, un petit mot sur le retail média. C'est évidemment une des grandes dynamiques actuellement du secteur. Alors, ça fait effectivement partie des grandes tendances. C'est finalement aussi une extension de notre métier de départ, puisque nous, on accompagne les éditeurs à mieux monétiser leurs audiences. Le retail média, c'est aussi un peu ça, finalement, c'est d'accompagner les e-commerçants dans une meilleure monétisation de leurs audiences. On a lancé d'ailleurs notre propre plateforme Convert qu'on propose aujourd'hui aux différents retailers, mais globalement, effectivement, pour à la fois permettre d'optimiser les ventes on-site, mais également de pouvoir faire de l'extension d'audience. Donc c'est intéressant d'avoir en tous les cas une plateforme one-stop shop qui permet d'adresser ces deux sujets. Alors, on va parler un petit peu des fameux curated deals. Guillaume, Franck, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce concept et comment vous les utilisez, vous, pour maîtriser vos achats ? Ouais. Déjà, chez OMD, il y a toujours eu des réflexions d'identification d'inventaire de qualité, c'est-à-dire de penser l'expérience publicitaire, pas juste se dire j'achète de la publicité sur un site, d'être bien conscient du format qu'on achetait, mais pas que. De la position de ce format, du moment où ce format apparaît. Donc on a toujours, jusqu'à présent, on évoluait avec un produit qui s'appelait les OMD Curated Deals, et donc on avait des deals directs
qui nous permettait de sélectionner via des inventaires préférentiels et des partenaires préférentiels des inventaires. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin en comparant les meilleurs accès à ces différents inventaires. Donc, on a un produit qui s'appelle OMG Marketplace. J'ai mon collègue Richard qui va intervenir plus tard, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais les Curated Deals, non seulement nous permet d'avoir un point d'accès unique depuis une plateforme, mais aussi de sélectionner un certain nombre de qualités d'inventaire, de sélectionner des inventaires avec des options qu'on n'a pas à disponibilité dans les DSP. Et cet enjeu, il est d'autant plus fort sur la vidéo, où aujourd'hui, l'inventaire CTV, il y a un pléthore d'inventaires, mais alors il y a des expériences publicitaires radicalement différentes. Donc nous, on a besoin de contrôler tout ça d'un point de vue local, en France, mais je vous ai dit, moi, mon enjeu, c'est aussi d'un point de vue global, donc c'est de pouvoir appliquer des règles via des deals sur mesure que je vais pouvoir diffuser dans le monde entier. Et sur tous les marchés, évidemment. Et c'est pour ça que vous avez aussi besoin de plateformes comme Pubmatic pour vous accompagner. Ouais, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, les DSP ne nous permettent pas de cibler aussi bien qu'on le voudrait des qualités d'inventaire et des expériences publicitaires que l'on cherche. Oui, parce que les inventaires, ils sont côté sell-side, a priori. Oui, plus on se rapproche de la supply, plus on est en capacité de les sélectionner, évidemment. Franck, la définition des curated deals était la bonne, hein, qu'on comprenne en gros les premières générations de pubs programmatiques, c'était parfois un petit peu en aveugle. Là, on choisit vraiment précisément où sera diffusée après, sa publicité. Chaque marque, chaque agence va avoir sa stratégie de curation. Pour nous, l'enjeu, c'est de mettre à disposition un outil, puisqu'on est une ad tech, et du coup de proposer à Guillaume et à ses équipes de pouvoir directement aller sélectionner en fonction des objectifs de la campagne les inventaires les plus pertinents directement dans notre plateforme pour ensuite les acheter programmatiquement, si on peut dire. Oui, effectivement, on est vraiment dans cette logique de fournir tous ces outils. C'est le meilleur des deux mondes, hein. C'est la mécanique programmatique, mais avec ce choix de la qualité des inventaires. Exactement, et qui répond aussi à des enjeux de transparence, qui répond à des enjeux d'efficacité. Donc c'est vraiment dans le sens finalement des objectifs de plus en plus précis qui sont donnés par les marques et définis aussi par les agences. Et ce que disait Guillaume, l'intérêt de travailler avec Pubmatic, c'est cette dimension globale. C'est qu'en gros, ces stratégies vont pouvoir marcher sur plusieurs marchés. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, Renault, c'est un exemple intéressant puisqu'ils sont présents sur énormément de marchés. Et le fait de fournir justement une plateforme qui permet d'opérer, puisqu'on a des inventaires partout dans le monde, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure en introduction, on est présent globalement partout. Et donc, ça permet, avec un one-stop shop, de pouvoir faire sa curation sur les différents marchés, sur les différents pays, en tenant évidemment soit les objectifs communs, soit les objectifs marchés en fonction des campagnes. Voilà, et vous faites ce travail évidemment de sourcing des inventaires de qualité et vous faites gagner beaucoup de temps, j'imagine, aux agences et aux annonceurs. Oui, aujourd'hui, on est connecté à la totalité de l'inventaire. Donc là, ensuite, c'est très simple de pouvoir opérer des campagnes directement côté supply. Alors, les curated deals, on comprend évidemment la valeur de ces solutions dans la chaîne programmatique. Il y a d'autres tendances, notamment le SPO, hein, Single Path Optimization. Guillaume, hein, l'idée, c'est d'augmenter l'efficacité de ces campagnes et de bien mesurer où est-ce qu'on investit. Déjà, le SPO, c'est un enjeu de transparence, mais c'est aussi un enjeu d'efficacité. Aujourd'hui, et notamment sur le monde de l'auto, on est sur un marché ultra concurrentiel. Comme je disais, on a beaucoup de modèles à défendre, donc on est à la chasse au superflu et donc aux intermédiaires inutiles. Je me rappelle il y a quelques années, les premières initiatives de SPO, notamment avec Trust ID, c'était quand même beaucoup de personnes qui étaient impliquées, l'éditeur, le SSP, le DSP, l'agence, pour pouvoir définir une transparence. Donc c'était intéressant, mais par contre, la valeur en tant que telle... Puis beaucoup d'intermédiaires et une déperdition de valeur dans cette chaîne programmatique. Exactement. Aujourd'hui, les plateformes de curation nous permettent d'avoir plus de visibilité en allant plus loin pour des acteurs de la demande pour arriver jusqu'à la partie supply. Donc aujourd'hui, notre produit OMG Marketplace que l'on propose à nos annonceurs permet d'avoir une transparence plus large sur les coûts SSP payés par les éditeurs. Donc réduire les intermédiaires, transparence sur les coûts éditeurs, ce qui nous permet une marge de négociation aussi avec les éditeurs pour avoir des inventaires, plus d'inventaires au même prix. Donc voilà, nous, c'est à la fois un enjeu de transparence, mais aussi d'efficacité média, évidemment. On peut quantifier les gains que vous cherchez à obtenir, parce que je crois qu'il y avait une communication de Nestlé il y a quelques mois qui parlait de 10 à 15% qui se perdaient dans la chaîne programmatique. C'est des chiffres qui vous semblent cohérents ? Ça me paraît cohérent et tout dépend de où on part.
mais ça peut aller beaucoup, ça peut être Ça beaucoup peut être plus. pire. Voilà. Mais non, pas étonné. Franck, la question du SPO, évidemment, c'est un gros sujet. Alors, en tant qu'intermédiaire, vous avez cette responsabilité, évidemment, de donner plus de transparence sur où vont ces investissements publicitaires. Alors effectivement, côté SSP, et on a vu cette grande tendance du SPO arriver, qui est aussi liée finalement à la taille du marché. Le programmatique cette année, ça va être 800 milliards d'investissements, 800 milliards de dollars. C'est 80% qui est fait en programmatique, des investissements digitaux. Je parle des investissements digitaux au sens global. Donc forcément beaucoup d'intermédiaires qui se sont créés, qui sont arrivés, et une demande de transparence de la part des marques et des agences pour analyser les différents intermédiaires, justement, la valeur ajoutée. Et beaucoup, et tu évoquais le sujet Nestlé, disait quelle est finalement, dans 1 euro que j'investis, quelle est la partie qui revient réellement aux médias. Et donc, c'est aussi ça la naissance du SPO, c'est cette capacité à pouvoir analyser l'ensemble de la chaîne de valeur et ensuite pouvoir sélectionner les acteurs qui apportent réellement une valeur ajoutée. Donc, c'est plus de transparence et plus de contrôle. Donc, ça va aussi dans le sens de l'histoire et du marché. Ça fait partie vraiment des grandes tendances que l'on voit depuis maintenant quelques années. Ouais, et puis, ces gains qu'on peut obtenir, c'est soit un peu plus de rémunération pour les publishers, soit effectivement plus de couverture ou plus d'inventaire pour les annonceurs. Tout le monde peut en profiter. C'est un mix, il faut trouver l'équilibre. Exactement. Et en tout cas, ouais, vous êtes là pour les aider à optimiser tout ça. Nous, on est à la source en réalité, puisqu'on est connecté à l'ensemble de la supply. Donc, quand Guillaume vient nous voir et nous demande justement de pouvoir prendre le contrôle sur cette partie-là, il peut le faire côté supply assez simplement, en sélectionnant les différents acteurs qui vont arriver qui vont être partie prenante finalement dans une campagne, que ce soit au niveau de la data, au niveau de la brand safety, au niveau de la mesure de visibilité. Il y a tous ces sujets-là qui vont. Maintenant, on parle aussi de la mesure carbone. Donc on va y venir. Finalement, c'est tous ces intermédiaires que l'on va pouvoir analyser et contrôler finalement. Effectivement, on pourra en parler rapidement du carbone, parce que ça fait partie évidemment des critères du moment. Guillaume, en plus, quand on travaille avec un constructeur qui fait sa renolution vers l'électrique et vers le développement durable, j'imagine que c'est un sujet. Ce travail que vous faites avec le SPO, vous le croisez aussi avec la problématique des émissions carbone de vos clients ? En fait, on le croise avec tout ce qu'on fait. Parce que, déjà, le premier enjeu, c'est un enjeu de mesure qui n'est pas que digital. Je l'entendais tout à l'heure, sur l'ensemble du media planning, être en capacité de savoir ce qu'on consomme par campagne au global sur une année. Donc aujourd'hui, ce travail, il est fait. Derrière, on a des optimisations un petit peu plus micro qui sont possibles. Mais l'idée, ce n'est pas d'aller se concentrer, par exemple, uniquement sur des formats qui consomment peu. Parce qu'il faut évidemment le ramener à une efficacité publicitaire. Oui, la tentation, ça serait par exemple de ne pas faire de vidéo. Pas faire de vidéo, on va continuer à faire de la vidéo. Mais pourquoi ? Parce que la vidéo, c'est le média qui nous permet de raconter l'histoire qu'on veut raconter. Et on le sait, c'est le plus efficace en termes d'impact, d'attention et même potentiellement de business. Donc aujourd'hui, nous, on réfléchit à s'assurer qu'il n'y ait pas de gâchis publicitaire. C'est ça notre meilleure manière en fait d'optimiser notre empreinte carbone, c'est de s'assurer que chaque impression ait un impact et qu'on n'ait pas besoin d'avoir une stratégie de volume, mais beaucoup plus de valeur. Et c'est marrant parce que notre stratégie chez Renault, au niveau du business, c'est volume to value, et c'est exactement la même chose pour nos campagnes publicitaires. Et ça rejoint d'ailleurs votre volonté d'être sur des curated deals, c'est aller chercher des vraies audiences, des vrais inventaires. La qualité de l'inventaire, ne pas surexposer des personnes, donc maîtrise du capping, et s'assurer que chaque impression, sur la bonne cible, au bon moment, avec la bonne répétition et avec la bonne efficacité. Franck, sur la question du carbone, c'est aussi un des gros sujets évidemment du moment. Alors, on voit de plus en plus d'agences, d'annonceurs qui demandent à mesurer. Guillaume le disait à l'instant, la vidéo se développe énormément. A fortiori, la vidéo consomme plus que sur un format standard. Donc, il y a aussi des technos qui permettent aujourd'hui de moins consommer de carbone, d'optimiser la compression et d'avoir des fichiers un peu plus légers. Ouais. Complètement. Donc aujourd'hui, nous, on va travailler justement avec ce type de partenaires pour proposer aux marques et aux agences d'optimiser leur consommation carbone d'un côté, et puis aussi de pouvoir le mesurer
donc via des tiers mesureurs qui mesuraient à l'époque, et toujours d'ailleurs, la visibilité, qui aujourd'hui vont mesurer la consommation carbone. Et donc il y a cette optimisation qui se fait aussi de ce point de vue-là. Mais la consommation carbone, c'est aussi le fait, nous, chez Pubmatic, d'avoir nos propres serveurs et donc de pouvoir avoir le contrôle, ce qui est assez rare dans notre métier. Donc c'est un gros investissement de notre part et qui permet aussi d'avoir un contrôle total sur la consommation et sur la réduction carbone d'un point de vue SSP. Donc il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect SSP où on va aller de plus en plus travailler ces sujets-là, puisqu'on travaille évidemment, on utilise beaucoup de serveurs. Et puis il y a le sujet optimisation des campagnes avec des partenaires qui vont mesurer et optimiser. Avec des annonces dans quelques mois, je crois. En tout cas, Curated Deals SPO, c'est aussi au service d'une stratégie de réduction des émissions carbone. Oui, puisque ça va dans une logique, encore une fois, de transparence, d'optimisation et donc de réduction du nombre d'intermédiaires. Donc assez logiquement, effectivement, de réduction carbone également. Alors, un des sujets aussi du moment, et ça va être à notre avant-dernier tour de table, c'est le développement de la Connected TV, et au-delà de ça, voilà, toutes les formes de nouveaux écrans télédigital, streaming, etc., qui sont des environnements très différents, évidemment, de ce qu'on a pu observer sur l'Open Web, et aussi assez différents de l'univers des applications mobiles. Guillaume, comment vous voyez ce nouvel écran? C'est la convergence entre l'ancien monde de la télé classique et puis tout ce écosystème digital, et il va falloir pouvoir reproduire également vos stratégies publicitaires sur cet écran? Alors oui, absolument. Déjà, ce qu'on constate, c'est une évolution de la consommation de nos cibles qui arrive progressivement vers cette consommation de la CTV. Je le disais, j'accompagne de nombreux pays. Il y a quand même un niveau de maturité qui est très différent entre les différents pays du G5 notamment. On parlait de la télé en Allemagne. Voilà, il y a des initiatives qui sont un petit peu en avance et qu'on n'a pas encore en France. Pour vous donner un exemple, au UK également, toute la partie streaming, les Netflix sont déjà intégrés dans les plans médias télé, voilà, avec des notions de KPI communs. Donc nous, vraiment, la difficulté, c'est une harmonisation voilà, de l'ensemble de ces activations qui dépendent de ce niveau de maturité. La CTV, elle est évidemment consommée par notre cible. Elle est consommée, et ça, c'est assez facile à maîtriser, sur YouTube. Là, sur la télé. Sur la télé. Mm-hmm. Là, c'est 40% de la consommation YouTube aujourd'hui en France. Sur les téléviseurs connectés. Sur les téléviseurs connectés. Ouais, c'est un gros chiffre. Ça, assez facilement, je peux vous dire quelle est l'expérience publicitaire sur YouTube, sur la télé. De la même manière, Netflix, Amazon, Disney+, je peux vous dire quelle est l'expérience publicitaire. Alors, elle est plus ou moins bonne selon l'ancienneté et l'arrivée de ces acteurs sur le marché, mais je sais quel impact ça va avoir sur ma cible. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est le reste. C'est le reste de la CTV qui est proposé par de nombreux acteurs différents. Et pour être un peu direct, c'est le Far West. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à savoir quelle est l'expérience publicitaire sur l'ensemble des applications disponibles sur la CTV. C'est là où je reviens, et parce que j'ai des enjeux de premiumisation et je ne veux pas gâcher quoi que ce soit, j'ai besoin de sélectionner un inventaire qui est clair. Et au-delà de cette qualité qui serait la taille d'écran, le son on, etc., on a de plus en plus de réflexions, de KPI qu'on a habituellement sur la télé, et notamment la position de la publicité dans l'ad break. Et là, voilà, on a besoin d'avoir des partenaires côté supply qui nous permettent de garantir cette qualité d'inventaire, que ce soit en termes de qualité d'exposition, comme je disais, la taille d'écran, etc., mais aussi en termes de positionnement et de connaissance du contenu. Franck, la CTV, c'est un Eldorado ou il y a des partenaires qui permettent de rassurer les annonceurs et leurs agences? Non, mais je suis d'accord avec ce que disait Guillaume, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partir de la consommation aujourd'hui qui évolue. La consommation télé évolue énormément, on le voit, on a de plus en plus de télé connectées. Après, il y a pas mal d'intermédiaires. Oui, pour répondre à ta question directement, c'est un nouvel Eldorado. Et un Far West. Et un Far West. Comme tous les marchés, à un moment donné, il va falloir que ça se structure, que ça s'organise. Les broadcasters commencent également à s'engager dans cette voie, donc c'est quand même assez récent, et je pense que l'année 2025 va forcément être une année de la CTV. On le voit déjà beaucoup à l'international. Oui, puis votre expérience sur le marché américain vous permet déjà de répondre à ces enjeux. Le marché américain se développe énormément avec de gros volumes. Ça commence également à se développer en Europe et en France. Les échanges qu'on peut avoir ou les différentes discussions qu'on a en ce moment montrent que ça va aussi pas mal bouger dans les prochains mois.
Il va être l'heure de conclure. Guillaume, en une phrase, en quelques mots, ça serait quoi ce qu'il faudrait retenir de notre échange ce matin ? Non mais juste, je vais pas répondre directement à ta question. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a vraiment une importance pour les agences, et je retire ma casquette Renault, à pouvoir travailler avec des acteurs de la supply. Pourquoi ? Les interlocuteurs que nous avons au quotidien, nous, côté agence, sont beaucoup plus côté demand, notamment chez les éditeurs. Ce qui ne nous permet pas peut-être d'avancer sur justement de la customisation. Et donc, je vois d'un très bon œil la possibilité d'interagir avec ces acteurs de la supply qui nous permettent de produire et de penser des produits customisés qui répondent exactement à nos besoins. Franck, le mot de conclusion, c'est important d'être bien accompagné, notamment oui, par Piomatic. Forcément, je vais rebondir là-dessus, puisqu'on connaît tous les Wallet Garden, et finalement, nous, on est un peu un anti-Wallet Garden, dans le sens où notre objectif, c'est de fournir justement tous les outils, toutes les connexions possibles avec l'ensemble des acteurs du marché, pour permettre à Guillaume, à des marques comme Renault, de pouvoir accéder à la supply et de pouvoir continuer à optimiser les campagnes via toutes les solutions possibles et imaginables qui existent sur le marché, enfin presque toutes. Donc effectivement, il y a un sujet d'adtech qui est de fournir les outils pour pouvoir continuer à apporter de la performance aux campagnes. Très bien, merci Franck, merci Guillaume, on peut les applaudir.